Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais bien partager avec vous quelques informations sur la maladie de Basedow. Alors, on connaît déjà que c'est une maladie auto-immune de la thyroïde. Le système immunitaire, c'est-à-dire attaque ses propres tissus, elle se manifeste par une hyperthyroïdie secondaire avec la présence d'anticorps stimulant la sécrétion des hormones thyroïdiennes appelées anticorps antirécepteurs de la TSH. Ces anticorps peuvent également affecter les yeux. Alors, comme physiopathologie, il y aura une infiltration des tissus au niveau de la glande et l'œil par des lymphocytes qui produisent des IgG, thyriostimulantes. Alors les IgG, ce sont les anticorps antirécepteurs de la TSH qui stimulent la thyroïde en permanence et de façon inappropriée, conduisant à la production excessive des hormones thyroïdiennes, les hormones T3 et T4. Cette production serait favorisée par un déficit de la fonction suppressive des LT. Ces anticorps peuvent avoir comme cible les muscles oculomoteurs, ce qui provoque leur inflammation et l'exophthalmie caractéristique de la maladie. Pour le terrain, il touche la femme dans 80% des cas entre 30 et 50 ans. Les facteurs déclenchant le stress, puberté, grossesse, etc. L'évolution spontanément cyclique, c'est-à-dire il y a des phases de poussée et des phases de rémission. Les facteurs de risque aussi antécédents immunitaires personnels, antécédents d'hystéroïdiennes familiaux ou personnels, c'est-à-dire la maladie de Basedow peut survenir sur un goitre préexistant. Cliniquement, on va retrouver un goitre élastique, homogène, diffus, bilatéral, indolore, sans adénopathie, une exophthalmie, myxodème tritibial, qui est une dermatose infiltrante. C'est une complication rare mais pathognomonique de la maladie de Basedow. On peut avoir d'autres signes, myasthénie, vitiligo, anémie de Miemer. C'est des maladies auto-immunes associées à la maladie de Basedow. Côté biologique, on va avoir une élévation très importante des anticorps antirécepteurs de la TSH qui est très spécifique de la maladie. Et aussi, on peut avoir élévation d'anticorps antithyroglobulines et TPO, mais qui sont moins spécifiques. Bien sûr, élévation T3, D4 et autres signes de thyrotoxicose. Donc, il faut voir le cours de l'hyperthyroïdie que je vous ai posté déjà. Pour l'imagerie, la scintigraphie elle est non systématique. On aura une hyperfixation homogène et diffuse. Et à l'échographie, une thyroïde augmentée de volume, aspect hypoéchogène, hétérogène et hypervascularisation. Pour ce qui concerne le traitement, alors au cours de la première poussée, il faut un repos physique et psychique au domicile si fort modéré ou à l'hôpital pour débuter le traitement si nécessaire. Des anxiolytiques comme les benzodiazépines, bêta-bloquants non cardiosélectifs, c'est les propanolol ou avlocardil. Les ATS ou bien les antithyroïdiens de synthèse, c'est le carbimazole ou niomercazole. C'est le traitement d'attaque à forte dose Péros, 40 à 60 mg par jour pendant 2 mois. Puis la phase d'entretien en diminuant la dose tous les 15 jours pendant 12 à 24 mois, souvent associé à l'évothyrox, c'est la T4 libre pour compenser l'hypothyroïdie iatrogène induite par les ATS. Remarque, il faut doser toujours la bêta-HCG avant le traitement par les ATS et associé avec les contraceptifs oraux. Pour la phase d'entretien, on a deux possibilités, soit diminuer progressivement les antithyroïdiens de synthèse ou bien associer l'ATS avec l'ivothyrox pour éviter l'hypothyroïdie iatrogène. Si rechute, on va opter au traitement médical, c'est-à-dire une nouvelle cure de 16 à 18 mois, ou bien un traitement radical si l'hyperthyroïdie résistante aux ATS, grand goitre, thyroïde hétérogène, difficulté de suivi. Et quelles sont les modalités de traitement radical? Soit une thyroïdectomie subtotale, les séquelles, on aura une hypothyroïdie, une hypoparathyroïdie, donc il faut doser la calcémie à G0, puis TSH et T4 dès le premier mois, puis tous les 3 mois pendant 1 an après dosage annuel de TSH. Soit on va opter à l'iode 131 si inopérable au sujet âgé. Pour les antithyroïdiens de synthèse, quel est le mécanisme d'action? Donc, ils vont inhiber l'incorporation du iode à la tyrosine et inhiber l'oxydation des iodures en iode.
Parmi les effets secondaires, on peut avoir une allergie, troubles hématologiques comme leucopénie, agranulocytose brutale nécessitant l'arrêt du traitement et la réalisation d'une FNS en urgence, syndrome de cholestéatémie qui est rare. En cas de surdosage, on aura une hypothyroïdie iatrogène. Dans ce cas, on ne va pas arrêter le traitement et on ne va pas modifier la posologie, mais on doit rajouter l'évothyrox. Alors, pour ce qui concerne la surveillance, au cours de la phase visant l'uthéroïdie, c'est-à-dire normalisation T3 et T4, on va doser régulièrement la T4 ou T3 s'il s'agit d'une hyperthyroïdie à T3. Et le dosage de la TSH est inutile à cette phase. Au cours de la phase d'entretien, donc au début, on va doser la T4 ou T3 à répéter pour adapter la dose des ATS. Mais en cas où le patient présente une hypothyroïdie, on va doser la TSH plus T3 ou T4 tous les 3 à 4 mois durant toute la période du traitement restante. Surveiller aussi les plaquettes tout au long du traitement par les ATS. Alors, on va surveiller tous les 10 jours pendant 2 premiers mois, puis lors de chaque contrôle de DSH et T4 ou lors d'une survenue d'une infection fébrile. On va doser les anticorps antirécepteurs DSH. Il est utile dans la prédiction d'une récidive. Si par exemple on a élévation des anticorps à la fin du traitement médical, donc il s'agit d'une rechute, et une surveillance annuelle cliniquement, biologiquement, en cas d'anomalie clinique pendant 2 à 3 ans après l'arrêt du traitement en raison du risque de récidive.